Les pouvoirs publics et les pêcheurs étaient au chevet du métier. Passation des marchés spéciaux pour l'armée, la police nationale congolaise et les services de sécurité. Un projet de décret est en chantier pour l'encadrement du processus par des mesures adéquates. Domestiquer la masculinité positive. Il faut des campagnes de sensibilisation pour une société comme la nôtre. Et celle qui a été lancée ce jour va couvrir l'ensemble de la République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République est arrivé ce samedi à Mbuji-Mayi à 18h10 heure du Kasaï, en provenance de Kananga. Mais avant de clore sa tournée dans le chef-lieu du Kasaï central, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité plusieurs chantiers. Il a commencé par l'ex-Athénée royal de Kananga, où plusieurs bâtiments, dont 6 nouveaux pouvant accueillir 10 000 élèves, sont en construction. Il s'est rendu ensuite sur le site de construction de la nouvelle morgue de Kananga avec une grande capacité d'accueil, pour ne citer que ça. Les images dans nos prochaines éditions. Mettons le cap sur la capitale française au sommet du nouveau pacte financier, suivant d'abord l'élément du président de la République. Abandonné depuis des lustres, Mbuji-Mayi au Kasaï oriental doit rayonner et se développer à l'instar des grandes villes des autres chefs-lieux des provinces de la RDC. Le développement de la ville diamantifère passe notamment par les infrastructures routières. Les travaux de la nationale numéro 1, tronçon Mbuji-Mayi-Kananga, ont commencé sur leurs premiers 30 km. Ils sont financés par le gouvernement par les billets du fonds de promotion industrielle. Le projet qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est le projet Mbuji-Mayi-Kananga, route de 188 km. On a commencé à travailler dans le premier 30 km, réhabiliter le projet, le route, jusqu'à l'asphaltage. Il y a les engins et les matériels qui sont sur Matadi, qui sont venus aussi il y a longtemps, des bitumes, des engins, des bulldozers, grues et la machine asphaltage. Voirie urbaine, les travaux se poursuivent à travers la ville de Mbuji-Mayi. Les principales artères prennent une cure de jouvence. Le cas de l'ex-avenue État-Major, débaptisée avenue Maman Marthe Kassalo. Notre président vrai coach. J'ai fréquenté beaucoup cette route. Elle était appelée auparavant avenue État-Major. Actuellement, on l'appelle l'avenue Marthe Kassalo. Vraiment, quand je suis venu, j'ai trouvé qu'on était en train d'asphalter cette route. Et vu qu'avec les techniques modernes, vraiment, j'étais vraiment joyeux, j'étais très content. Et vraiment, sincèrement, j'avais donné mes sincères félicitations à notre président de la République. De l'eau potable pour tous en Mbuji-Mayi, la Régie des eaux a sensiblement augmenté ses capacités de desserte en eau potable grâce notamment au château d'eau construit en Mbuji-Mayi. Plus de longues files de mamans, bassins sous la tête à la recherche de l'eau potable à la rivière. Il faut avouer qu'il y a vraiment des avancées. Avec le lot 1 qui est finissant, le lot 2 est en cours. Et avec le lot 1, on a notablement amélioré la desserte dans ce qu'on appelle la zone d'influence de Bakwakapang. On a construit 2 nouveaux châteaux d'eau, 1420 mètres cubes chacun, surélevés à 13 mètres. Et on a construit un bâtiment de dosage. On a construit une nouvelle station MTBT. On a posé plus de 182 km de conduite dans cette partie de la ville et 5 sabots de fontaine qui sont déjà en service. C'est fini pour aller chercher l'eau parce que nous donnons de l'eau chaque jour. Des écoles voient leurs bâtiments réhabilités et reconstruits, les cas notamment
à l'Institut du 4 janvier. Les 2 bâtiments ont été construits et puis les 2 autres sont réhabilités. Les enfants étudient dans des conditions vraiment déplorables. L'Institut Kalenda Moudichi est aussi en pleine métamorphose. Il y avait une école je pense qu'on a construite à l'époque coloniale. On a tout détruit et on a repris la construction. Actuellement, on est en train de construire une école moderne qui est R+1. On est presque à 70% des travaux. Les grosses œuvres sont presque à 99% et le second œuvre est presque à 30%. Santé, l'hôpital général de référence de la Mouya dans la commune qui porte le même nom fera la fierté du Kasaï oriental. Je suis entrepreneur depuis bientôt 20 ans et je n'ai jamais vu une sollicitation comme celle que j'ai eue avec le président de la République pour ériger cet hôpital de référence. Il n'y en a pas beaucoup ici en Bujimaï et c'est une grande première. Nous avons été fiers d'être désignés comme les exécutants de cet ouvrage. Et à la fin, même la population se réjouit et nous-mêmes, nous sommes fiers d'avoir participé à la construction de notre pays à travers cet ouvrage. Il y a des soins de qualité parce qu'il y a un bloc opératoire moderne, il y a la chirurgie homme, femme, la médecine interne, la pédiatrie, la maternité. Donc, ce sont des ouvrages qui amènent un plus par rapport à l'existant ici en Bujimaï. Et je pense qu'avec les équipements modernes qui vont aussi accompagner cet ouvrage, vraiment, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs parce que tous les services seront disponibles ici. La population du Kasaï oriental salue vivement le programme de développement de la RDC sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces programmes dont le Kasaï oriental est aussi grand bénéficiaire. Mettons le cap sur Paris, la capitale française, au sommet sur un nouveau pacte financier mondial. Le porte-voix de la RDC à ses assises, Jean-Michel Sama-Lukonde, plaide pour que la population congolaise bénéficie du crédit carbone. Le Premier ministre a en outre vanté la position du pays solution qu'occupe la RDC en ce qui concerne les questions liées à la lutte contre le changement climatique. Janine Kalinga. La voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a fermé ses portes ce vendredi 23 juin 2023 à Paris en France. Une satisfaction pour le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge qui a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces rendez-vous qui a regroupé plusieurs pays du monde. La République démocratique du Congo, pays solution au problème mondial des réchauffements climatiques, le chef du gouvernement l'a souligné lors d'un face-à-face avec la presse. 2 choses ont été mises en exergue à marteler Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Tout d'abord, les pays se sont accordés pour la restructuration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et pour la nécessité de revoir les systèmes de fonctionnement et assouplir les procédures. Le Congo était là pour faire entendre sa voix, comme je l'ai dit. Et on est revenu sur une analyse. Analyse, finalement, du système financier, qui passe principalement par 2 grandes structures, qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et qui, à côté d'elles, ont tout un système de banques de développement au niveau des différents continents. Et donc, nous sommes revenus sur les objectifs qui avaient été assignés à ces 2 grandes structures. Pour dire, donc voilà, il faut faire une lutte contre la pauvreté, que face à tout cela, nous avons des pays toujours pauvres, nous avons des pays encore plus endettés qu'ils ne l'étaient avant, et finalement, les objectifs de permettre aux différentes populations d'avoir accès au système de base, c'est-à-dire l'éducation, l'eau, l'électricité, en tout cas, n'a pas beaucoup avancé, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Donc l'Afrique dit, au moment, ça c'est en général, où ces discussions se sont faites, nous on n'était pas là. La République démocratique du Congo y compris. Et donc aujourd'hui, on doit regarder de notre propre point de vue. Accès à l'eau, accès à l'électricité, différents projets avec ces structures-là, qu'est-ce que ça donnait? On se rend compte à partir de ce moment-là que le système a été trop lourd. Beaucoup de procédures et des notations qui doivent toujours s'en suivre sur chaque projet et qui finalement a rendu le système inefficace. N'a pas permis en tout cas d'atteindre
la cible. Parce que tout ce qui était visé, c'était un impact au niveau social. Et donc cette cible n'a pas été atteinte. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a également plaidé pour que la population congolaise puisse bénéficier du crédit carbone. 9e jeu de la francophonie, la RTNC donne les couleurs à travers les différentes cartes postales des pays membres. La République démocratique du Congo, pays francophone au monde en termes d'étendue géographique, après le Canada, est situé en Afrique centrale avec ses 26 provinces, 145 territoires, 254 groupes ethniques, 449 dialectes, est un grand pays avec un sol et un sous-sol immensement bénis. Edith Chala. Les 9e Jeux de la francophonie se joueront en République démocratique du Congo. Un pays 4 fois grand comme la France. Cette francophonie née en Afrique compte plus de 80 millions de locuteurs dans le pays de Lumumba. Cette colonie du royaume de Belgique, duquel elle a hérité la langue de Molière, devenue un lien de culture et de dialogue des peuples, est au cœur de l'Afrique et partage ses frontières avec 9 pays, dont 4 sont membres de la francophonie. 4 climats arrosent cette superficie de 2 345 410 km². Le climat de montagne dans l'Est, le climat équatorial dans le Nord, l'ouest, le climat tropical humide. Et au sud, le climat tropical sec. État unitaire fortement décentralisé, la RDC compte 26 provinces, dont la ville de Kinshasa ayant statut, qui recevra les 9e Jeux de la francophonie. Le pays est beau, sa faune est impressionnante, avec des espèces uniques au monde, comme les gorilles des montagnes, les okapis, dans plusieurs parcs nationaux. La flore est des plus luxuriantes qui existent sur la planète. Les poissons aveugles dans les grottes de Mbanzangungu, les baobabs de Stanley, les chutes de la Loufoy, plusieurs sites disséminés à travers la République peuvent inviter les touristes. Son sous-sol excite tous ceux qui en découvrent le potentiel. Métaux rares, cristaux, sans être exhaustifs. Oui, les métaux du futur sont là aussi. Cobalt, lithium, coltan et j'en passe. Une population multiculturelle répartie en 4 régions linguistiques occupe ces territoires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président de cette république, première institution du pays dont la constellation des pouvoirs dessine un régime présidentiel. Bientôt l'élaboration du décret portant mesures d'encadrement des marchés spéciaux en République démocratique du Congo. La volonté de construire un nouveau régime juridique favorable à la passation de marchés spéciaux pour l'armée, la PNC. Et les services de sécurité désormais affichés, c'est ce qu'on peut retenir de l'atelier qui vient d'ouvrir ses portes à Kinshasa. Aujourd'hui, Rikin Zuzeloya. La passation des marchés spéciaux représente un enjeu majeur de la souveraineté en termes de développement sécuritaire et de la protection du territoire national. Cette évidence charge le gouvernement à disposer d'un régime juridique efficace et spécifique. Voilà pourquoi les experts de la Direction générale du contrôle des passations des marchés publics, ceux de la commission ad hoc, délégués du ministère du Budget et autres ministères sectoriels sont en atelier. C'est pour élaborer le projet de décret portant mesures d'encadrement des marchés spéciaux en République démocratique du Congo. Travaux ouverts ce samedi 24 juin 2023 au nom du ministre d'État en charge du budget par le vice-ministre Élisée Bokoumouana Maposo. Depuis des décennies, la loi relative au marché public n'a pas réglementé d'une manière
concrètes les marchés spéciaux relatifs à l'armée, à la police et aux services de sécurité. Concrètement, l'avant-projet de décret portant mesures d'encadrement des marchés spéciaux en République démocratique du Congo a entre autres pour finalité de promouvoir les bonnes pratiques et d'outiller les praticiens. Ce texte va lever l'équivoque des faiblesses relevées dans la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Et en nouvelle, si vous êtes membre des administrations des finances, du budget, des régies financières et des divisions provinciales des recettes ainsi que la SONAS, sachez que l'École nationale des finances ENEF, par le truchement de son directeur général, vous informe que le concours d'admission à l'ENEF est confirmé pour la date du 25 juin 2023, donc demain à Kinshasa et au chef-lieu de chaque province à 8h heure de Kinshasa. C'est communiqué signé le professeur Jean-Paul Niembo Tampaka. Et à la Banque centrale du Congo, la gouverneure vient de présider la réunion de politique monétaire. Les détails avec Jenny Chabani. La Banque centrale du Congo a relevé son taux directeur et son coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais. Ce sont là les mesures prises à l'issue de la réunion ordinaire du comité de politique monétaire tenue le 19 juin sous la présidence de Madame le gouverneur Malango Kabedimbouy. Elle explicite la motivation de ces mesures. La réunion s'est traduite par une décision importante du comité de politique monétaire de resserrer davantage la politique monétaire. Ce resserrement s'est fait à travers deux instruments importants que la Banque centrale utilise dans la conduite de la politique monétaire. Il s'agit du taux directeur et du coefficient de la réserve obligatoire en relevant le taux directeur de 9 à 11% et le coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais de 0 à 10%. Donc ces deux instruments permettent à la Banque centrale de renforcer l'efficacité de son action dans la gestion de la liquidité de manière à atteindre l'objectif de la stabilité de prix et de manière à contribuer à la réduction des pressions sur le marché d'échange. En ce qui concerne les marchés d'échange, le numéro 1 de la BCC a explicité l'écart entre les taux interbancaires et les taux parallèles. On a constaté aussi que au cours de la période de mars à juin, particulièrement à partir du mois de mai et le mois de juin, une forte réduction de l'écart entre le taux interbancaire de change et le taux au marché parallèle. À un moment donné, on est arrivé à des écarts de pratiquement 200, 250 francs entre les deux taux. Aujourd'hui, l'écart entre les deux taux est inférieur à 50 francs. Et il y a eu même des moments où il avoisinait les 20 francs. Ça permet aussi de redistribuer les pressions par rapport à la demande. Ils sont venus de toute l'Afrique pour participer à Kinshasa à la conférence des régulateurs. La fin des travaux est intervenue. Les responsables des autorités de régulation ont pris plusieurs résolutions et recommandations. Guy Matoudou. Les participants aux assises de Kinshasa ont levé l'option d'accélérer la connectivité mobile en milieu ruraux, notamment par les solutions innovantes, le partage d'infrastructures et les subventions ciblées. Les régulateurs de 8 pays d'Afrique centrale se sont convenus de réduire le droit sur le spectre et d'éliminer les droits d'importation pour les terminaux et les équipements de télécommunications destinés à être utilisés en milieu rural. Les défis à relever sont immenses, estime le président de l'ARTAC, l'association des régulateurs des télécommunications d'Afrique centrale. Comment autonomiser les agences de régulation, les autorités de régulation de nos pays? Il est vrai que lorsqu'on parle d'autonomisation, nous regardons un côté indépendance. Mais ce côté d'autonomisation et d'indépendance des régulateurs est un point vital. Parce que les télécoms avancent. Les télécommunications deviennent un socle sur lequel les transports se développent, la santé, les finances, l'énergie, tous ces secteurs se développent en s'appuyant sur les télécommunications. Il est donc important que les régulateurs, qui sont les arbitres de ce secteur, puissent être indépendants. La vice-présidente de l'autorité congolaise,
Lydie Omanga a dirigé la table ronde sur la régulation des télécoms face aux mutations de l'écosystème avant que le numéro 1 de l'ARPTC, Christian Katende, ne puisse éteindre les lampions de cette 8e conférence des autorités de régulation d'Afrique centrale. Depuis 1967, la République démocratique du Congo célèbre le poisson le 24 juin. Aujourd'hui, c'était le cas à Kinkole. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele, a profité pour sensibiliser sur la législation en matière de pêche. Edith Chala. Chaque 24 juin, la République démocratique du Congo célèbre la ressource halieutique. Le thème retenu cette année est « Pêche et aquaculture pour la souveraineté nationale ». Kinkole, nord du monde, est aussi l'occasion pour procéder comme des traditions à la remise des aliments de poissons aux aquaculteurs. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele Djema, a rappelé que pendant la trêve de pêche, les houes et bêches distribuées ces jours permettront d'accroître l'agriculture. Dans l'attente des bateaux de pêche déjà en chantier, Adrien Bokele Djema salue les infrastructures déjà construites. Aux attentes des pêcheurs, les réponses sont adéquates. Une introspection. Et cette introspection devait se faire sous forme d'évaluation. D'où nous sommes venus, où est-ce que nous sommes, le parcours a-t-il été comment on s'est comporté pour que l'avenir soit quand même glorieux. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message que leur est donné, ce sont des conseils par rapport à la législation sur la pêche. La célébration prochaine de la journée nationale du poisson se fera certainement avec des bateaux de pêche déjà disponibles. Deux émetteurs radio et télé de la station provinciale de Mbuji-Mayi sont arrivés ce vendredi et c'est le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, qui a facilité l'acheminement de ces matériels. Robert Ndaye. Le comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, poursuit les réformes pour mettre la radio-télévision nationale congolaise au standard international. Alors que Kinshasa réceptionnait ce vendredi 23 juin 2023 de nouveaux équipements avec de cas de reportage au Kassai oriental, précisément en Mbuji-Mayi, le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Elengue, a doté la station provinciale des matériels techniques dont un émetteur radio et un émetteur TV. Ces équipements ont été acheminés à Mbuji-Mayi ce 23 juin 2023 grâce au premier vice-président du Sénat, honorable Eddy Mundela Kankou, qui a pris en charge le fret de ces matériels. Le directeur provincial de la RTNC Mbuji-Mayi a remercié Madame le DG et l'ensemble du conseil d'administration pour cette dotation qui va permettre à la station provinciale de couvrir l'ensemble de la province avec un signal de qualité, et au premier vice-président du Sénat, honorable Eddy Mundela Kankou, pour avoir facilité le déplacement de ces équipements. La RTNC pourra retrouver ses lettres de noblesse, dans le sens où le chef de l'État a mis un accent particulier pour la relance de la RTNC, et pour preuve déjà un petit lot de matériel qu'on m'a demandé d'acheminer, je viens de déposer. Avant de quitter la RTNC, Eddy Mundela Kankou a visité les installations de la station provinciale et encouragé les personnels pour leur dévouement. Mais j'ai vu aussi que dans quels états les bureaux se trouvent. Il y a un travail à faire, un lobbying à faire auprès des autorités de la RTNC Kinshasa pour pouvoir donner des moyens, améliorer aussi les conditions de personnel de la RTNC Mbuji-Mayi. Le train de la modernisation des stations provinciales est en marche avec Sylvie Elengue. Les rideaux sont tombés hier sur la formation des cadres et administrateurs de la société Kobil SA. C'est le PCA Thierry Moussenepo qui a clôturé ses travaux en présence du directeur général Georges Yambangoy. La formation a été assurée par l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, Francine Atomissi. 5 jours, les cadres et dirigeants de Kobil SA étaient outillés sur les méthodes de gestion et l'organisation du travail. Débuté le 19 juin dernier, la formation organisée par le nouveau conseil d'administration de Kobil SA a eu le mérite de jeter les bases solides sur une administration de compétition. Le directeur général de Kobil SA, Georges Ketel Yambangoy, a remercié les formateurs et les participants à ces assises pour leur assiduité. À mon nom propre et au nom de tous les administrateurs ici réunis et de Kobil, nous vous disons un grand merci. Un grand merci pour ces informations que vous avez mises à notre disposition, des informations très pertinentes
qui vont nous aider à bien être compétitifs dans ce secteur des hydrocarbures et à faire briller la flamme de Jésus à la République démocratique du Congo. Le président du conseil d'administration de Kobil SA, Jean-Thierry Monsené Pomototo, a invité les participants à mettre en pratique les enseignements reçus. Renforcer nos capacités, c'est appuyer l'État congolais. Et en parlant d'État, nous pensons aux institutions de la République, dont la première a toujours placé l'homme au centre de tout par le peuple d'abord. Je cite ici son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. C'est justement en étant ses mandataires, lui notre mandant, que nous avons le devoir de continuer à pérenniser cette vision qui s'articule non seulement autour de l'homme, mais aussi autour des valeurs que doit incarner cet homme dans l'implémentation de la bonne gouvernance. Aux uns et aux autres, les enseignements reçus doivent constituer la boussole pour une administration compétitive, a déclaré l'un des formateurs. Je suis un homme et je dis non à la violence faite à la femme et à la jeune fille. La cellule technique mixte de la masculinité positive qui a pour mission de domestiquer ce combat à travers le pays vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la masculinité positive. José Baïtombo. Des capsules qui illustrent mieux des inégalités entre hommes et femmes et qui soulèvent des questions importantes. À travers cette campagne, la cellule technique mixte de la masculinité positive vise à accroître la sensibilisation et à encourager les actions qui vont avec la responsabilité des hommes dans l'élimination de toute forme de discrimination et des violences contre les femmes et les jeunes filles, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. L'activité de cette journée est une preuve d'appropriation par tous des initiatives prises au plus haut sommet de l'État dans la promotion des droits des femmes et leur adhésion à la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour l'ambassadeur de Pays-Bas en RDC, cette action mérite le soutien de tous en vue de parvenir à une société égalitaire. C'est très important d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les mêmes, ils sont différents, mais d'avoir une égalité dans les droits et dans la position. Et pour ça, on a besoin des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui sont conscients de leur rôle. Une campagne qui marque sans ni doute un nouveau départ. Après cette journée de sensibilisation, la cellule technique mixte de la masculinité positive en collaboration avec Living Peace Institution Goma ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers vont s'activer pour atteindre tout le pays. Dans le site de Kiambi, en province au Katanga, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza, a visité le mausolée de feu président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Akumwanza, avec qui il a évolué. Jean-Richard Kwale. Il avait suivi durant toute l'année de la construction de la sépulture d'Antoine Gabriel Kyungu-Akumwanza. Dani Banza Maloba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, s'est rendu près d'un an plus tard au site Kiambi, où se trouve le mausolée de ce feu président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Sur place, il est accueilli par un groupe de responsables affectés à la gestion de ce site. Après un recueillement de quelques minutes, symbole d'inspiration de Seka était ce baobab qu'il considère comme étant père et avec qui il a évolué, Dani Banza a déposé une gerbe de fleurs en mémoire du patriarche Kyungu-Akumwanza, alors président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, avant de s'incliner devant sa tombe. Pour rappel, Kyungu-Akumwanza est décédé depuis plus d'une année et ce mausolée est resté un lieu idéal pour ceux qui ont cru et continuent de croire à son idéologie. Et à l'occasion de la célébration de la journée internationale de veuves militaires, le secrétaire général à l'UDPS, Augustin Kabouya, a réuni les veuves de son parti pour les honorer. Pendant cette manifestation, le secrétaire général a exhorté les femmes à soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Alembikaï. Chaque 23 juin de l'année, l'humanité célèbre la journée internationale des veuves. C'est dans cette optique que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a tenu à honorer ces femmes militantes
pour leur engagement politique. Une façon de prouver à la face du monde qu'elles occupent une place de choix. Cette célébration a donné lieu à un moment d'intense prière d'intercession en faveur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa prise de parole, le numéro 1 du parti présidentiel a encouragé l'assistance de continuer à soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans leurs prières pour sa réélection aux élections de cette année. Vous devez aussi vous investir pour accorder à votre fils Félix Antoine Tshisekedi la majorité écrasante aux prochaines élections, a incité Augustin Kabouya. Pour rendre ce moment beaucoup plus festif, le secrétaire général a annoncé la distribution d'un lot important d'épargne cadeau signé First Lady Denise Nyakeo Tshisekedi à travers la présidente de la Ligue des femmes. C'était aussi l'occasion de remettre des brevets aux femmes qui ont suivi la formation sur l'entrepreneuriat féminin, question de combattre la pauvreté dans leurs milieux respectifs. Pour sa part, la présidente nationale de cette structure informelle de l'IDPS est revenue sur la qualité des produits fabriqués par ces femmes. En politique encore, l'Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP vient de tenir sa première réunion avec les membres effectifs. Question d'évaluer l'organisation de la sortie officielle et de jeter les bases pour l'organisation du bureau. Marie-Louise Mbela. Lancement officiel le 1er juin 2023, les membres fondateurs de l'Alliance des acteurs attachés au peuple ne dorment pas sur leur laurier. Ils tiennent mordicus à atteindre leurs objectifs. Ce 21 juin, sous la conduite de leur autorité morale, Tony Kankushiku, s'est tenue la première réunion qui a mis autour de la table tous les chefs des partis politiques, membres effectifs de ces regroupements. Réunion au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés. Il était question que nous puissions évaluer de quelle manière cette sortie politique a eu des incidences par rapport à l'environnement politique. Que bientôt nous aurons une grande manifestation publique et populaire pour que notre peuple, au niveau de la cité, au niveau des bases, puisse savoir comment pouvoir situer les nouveaux regroupements AAP qui composent notre regroupement. La cartographie électorale, vous savez que les dépôts de candidats vont commencer le lundi. Il est question que la cellule puisse recevoir les présidents des partis politiques et aussi examiner certains dossiers que les uns ou les autres, donc il s'agit des partis politiques, s'ils ont des contentieux judiciaires, c'est le moment de pouvoir les régler. Et enfin, le leadership du gouvernement sera annoncé demain en termes de l'ossature. Une rencontre se prépare incessamment avec le secrétaire général de l'UDPS, Laurent Batumona l'a annoncé. Nous sommes aussi les alliés de l'IDPS. Nous allons avoir une rencontre avec le secrétaire général de l'IDPS pour pouvoir chercher certains rapprochements pour des questions cruciales. Nous travaillons encore une fois pour le chef de l'État, pour chercher à avoir une majorité parlementaire qui va lui assurer de pouvoir continuer sa fusion, pourquoi pas l'appliquer intégralement. Les portes de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, restent ouvertes pour les nouvelles adhésions. Le président du Sénat, Modeste Bahati, n'a fait que appliquer rigoureusement les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat après avoir été saisi par le procureur général près la Cour constitutionnelle sur l'affaire du sénateur Matata Pogno. La FDC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, monte au créneau pour dénoncer certains comportements affichés par l'ancien Premier ministre. On écoute Guy Richard Malongo, secrétaire général de la FDC. Alors que le bureau du Sénat, qui conduit le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, saisi par le procureur général près la Cour constitutionnelle, n'a fait qu'appliquer rigoureusement les dispositions de la Constitution et règlement intérieur du Sénat, il est surprenant de constater les provocations, insultes et attaques personnelles à l'endroit du respectable président du Sénat, allant jusqu'à intenter un procès infondé et sans cause contre ces derniers. Ce que l'opinion nationale et internationale doit savoir, c'est que M. Matata Pogno ne veut pas que la vérité soit connue sur sa responsabilité dans la débâcle de Bokangalonzo. Surtout qu'il se présente comme meilleur gestionnaire de la République. Il craint fortement que cela ne soit contredit par ces présumés détournements. D'où la multiplication des entraves à la justice, les recours à des intimidations et aux tentatives de corruption. Le sénateur Matata Pogno tient à se victimiser et à politiser un dossier purement
judiciaire. Tout le monde sait qu'en date du 5 juillet 2021, lorsque ces immunités avaient été levées, M. Matata Ponyo n'avait encore créé son parti politique, tout comme il n'était pas candidat déclaré à la présidence de la République. M. Matata Ponyo doit savoir que l'article 180 du Code pénal qu'il évoque dans sa fuite en avant ne s'applique qu'aux fonctionnaires de l'État. Le sénateur Matata Ponyo doit cesser de distraire l'opinion et de récuser toute personne. L'AFDC prévient que pour toutes les imputations dommageables et fausses accusations de M. Matata à l'égard du responsable et honorable président du Sénat et autorité morale de l'AFDC s'engage à saisir la justice en vue de corriger définitivement M. Matata Ponyo, qui se croit être un Congolais spécial non justiciable et n'ayant de comptes à rendre à personne pour sa gestion calamiteuse. Le chef de l'État séjourne déjà à Mbujimayi, vous le savez, mais avant de clore sa tournée dans le chef-lieu du Kasaï, c'est-à-dire à Kananga, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité plusieurs chantiers. Il a commencé par l'ex-Athénée royal de Kananga, où plusieurs bâtiments, dont 6 nouveaux pouvant accueillir 10 000 élèves, sont en construction. Il s'est rendu ensuite sur le site de construction de la nouvelle morgue de Kananga, avec une grande capacité d'accueil. Regardez. L'acte 2 du séjour du président de la République à Kananga dans le Kasaï central a été marqué premièrement par des audiences. Des personnalités se sont succédées au palais présidentiel, autorités traditionnelles et autorités provinciales. Au menu des échanges, l'État de la province. Ensuite, le président de la République a consacré le reste de la journée à la visite des travaux de construction ou de réhabilitation en cours dans plusieurs chantiers de la ville. Au complexe scolaire Kananga, ex-Athénée royal, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accompagné le gouverneur de province John Kabea, a palpé du doigt l'évolution des travaux sur ces sites. Il s'agit ici de la construction des bâtiments devant abriter les écoles secondaires dans le cadre des travaux de rénovation de cette école, autrefois le plus beau fleuron de Kananga. Des explications précises lui ont été fournies par les prestataires de l'entreprise GCK pour des travaux financés par la Banque mondiale, partenaire de la République démocratique du Congo. On pourra dire qu'on est dans le 25% de travaux parce que toutes les fondations ont été déjà exécutées et là on est en train de pousser avec l'élévation de murs. On a commencé le travaux, c'était le 3 avril de cette année et on compte le finir normalement au mois de novembre qui est contractuel parce qu'on a 8 mois de travaux, mais on se donne corps et âme pour qu'on puisse terminer le travaux début septembre. Heureux de recevoir le garant de la nation dans leur chantier, les ouvriers enthousiasmés ont de très belles manières dit merci à leur hôte pour sa présence. D'un chantier à un autre, le cortège présidentiel a pris la direction de la périphérie de la ville. Direction l'hôpital provincial de référence où une morgue moderne est en construction. Financée par le gouvernement de la République à travers le Bureau central de coordination BESECO, cette entité est d'une capacité de 54 places, contrairement à celle d'avant qui n'est disposée que de 9 places. Avant de quitter cette ville, le premier citoyen du pays s'est rendu au nouveau campus de l'université de Kananga en construction. Ici sortiront des terres dans le prochain mois d'imposants bâtiments pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants. Et le président de la République a donné des instructions aux prestataires pour le parachèvement des travaux dans le délai. Le chef de l'État s'est enfin dirigé vers l'aéroport national de Kananga, direction la province sœur du Kasaï oriental. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie France Zaina. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.